Au premier plan, un bunker de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes sur la côte d'Opale et à l'époque, pour les Allemands, c'est avec la Normandie l'un des sites potentiels du débarquement allié. Depuis sa construction, le fort d'Ambleteuse illustre une partie de l'histoire de France. Construit par Vauban au XVIIe siècle, il protège la ville des Anglais. Plus tard, Napoléon modifie l'estuaire, réalise des jetées et des digues. Et il fait bien, car l'ennemi, s'il vient toujours de la mer, attaque chaque hiver le littoral et ses infrastructures. Voici les traces laissées par la tempête de janvier 2018 qui n'ont toujours pas été cicatrisées, comme en témoignent ces enrochements installés dans l'urgence. Sur toute la côte, les plaies sont nombreuses. Voici d'autres dégâts à Ouessant. Il y a quelques années, on entendait le bruit de la mer dans le lointain, mais maintenant on l'entend très très fort et ça c'est angoissant quand il y a des grosses tempêtes. Face au changement climatique, les autorités tentent de protéger au mieux les infrastructures, mais c'est une course contre la montre. On fait ce qu'on peut pour les protéger pour l'instant, mais on ne pourra, je pense, pas le faire indéfiniment. Plus à l'intérieur des terres, dans les fameux polders gagnés sur la mer, les agriculteurs s'inquiètent aussi du climat qui devient fou. Je connais personne qui adore travailler 10 mois de l'année pour finir comme ça, pour strictement rien récolter. Le monde agricole est frappé de plein fouet, mais le bouleversement du climat, les sécheresses à répétition font aussi craquer les maisons et leurs propriétaires. C'est chez moi. Nous sommes dans les Hauts-de-France et paradoxalement, c'est l'un des territoires les plus bas de l'Hexagone. Notre première étape nous emmène à Grosflier, une commune rurale. Notre guide, Philippe Cornu, a grandi ici dans la ferme familiale, aujourd'hui exploitée par son frère cadet. Là, vous voyez, nous sommes en pleine nature, avec les vaches, une ferme, alors que la menace est directement là, derrière, à 300 mètres. Derrière, c'est la baie d'Authie, un espace naturel et sauvage. La menace, c'est le cordon dunaire qui peut céder à tout moment suite à une tempête. Et donc, il va provoquer une submersion marine qui emmènera toute cette zone jusqu'assez loin derrière. La ferme est protégée par une dune qui, au fil du temps, perd du terrain. L'eau pourrait arriver ici par une brèche qui pourrait se produire dans le cordon dunaire et s'étaler après sur toutes les terres. Le gros problème, c'est que le niveau ici est plus bas que le niveau de la mer. Pour bien comprendre la situation, Philippe Cornu nous propose de quitter le plancher des vaches pour prendre de la hauteur. Et ça tombe bien, ancien pilote de chasse, il dispose d'un avion de tourisme. Et cette baie, il la connaît parfaitement, avec son estuaire, encore épargné par la main de l'homme. Alors là, on s'envole la baie d'Authie avec le bois de sapin, on voit les arbres couchés et tout l'ensemble de la baie que vous pouvez admirer, qui est magnifique, surtout par ce soleil aujourd'hui. C'est absolument fabuleux de pouvoir survoler cet ensemble et de voir comment ça évolue aussi. On a une chance extraordinaire ici pour les vols, c'est d'avoir une baie, d'avoir la mer. Donc on n'a jamais les mêmes conditions atmosphériques, on n'a jamais les mêmes éclairages. Aujourd'hui, c'est fabuleux. La mer est bleue, en plus, on se croirait dans le Midi. Et les moments où elle est toute grise, et avec les marées, en plus, le paysage est complètement différent. C'est un endroit entièrement sauvage, puisqu'il est peu accessible. Pour s'y promener, il faut le mériter un peu, quoi.
À la tête d'une association de riverains, SOS Baie d'Authie, Philippe Cornu se bat pour que la mer ne franchisse jamais le cordon dunaire. D'où ces travaux qui ont démarré en décembre 2019. Alors tout ça, c'est l'ensemble de travaux qui sont en cours, qui vont consister à rensabler la anse du bois de sapin pour remettre à un niveau d'environ 7 mètres, qui va permettre de protéger et d'éviter la submersion marine par rupture du cordon dunaire, parce qu'on va rétablir le cordon dunaire. Des moyens impressionnants sont déployés. À marée basse, une noria de camions et de pelles mécaniques vont et viennent. De jour comme de nuit. Ils déplacent des tonnes de sable. À terme, 350 000 tonnes pour limiter l'avancée de la mer. Une érosion inexorable. La preuve, au bois de sapin, avec la dune qui s'affaisse et les arbres qui se couchent. En 50 ans, le trait de côte a reculé ici de près de 250 mètres. Et depuis 2011, le phénomène s'accélère avec en moyenne un retrait de 9 mètres par an. Si on pense des hypothèses assez pessimistes, mais qui sont relativement réalistes quand même, on a toute cette zone qui peut être complètement submergée. On a une zone immense qui va de Berck, Rang-du-Flier, Verton, Ouaban, Conchil-le-Temple, tout ça, où il y a de l'eau, à plus ou moins grande épaisseur. Mais jusqu'au contrefort où ça remonte pour aller sur le plateau, on a de l'eau, quoi. Il n'y a pas de secret, quoi. Si on ne fait rien du tout au cordon dunaire, si on ne répare pas les digues jusqu'au fond de baie, et ainsi de suite, on est sûr que dans les 50 ans, sur une tempête un peu forte, ça cédera. Et à ce moment-là, on aura une submersion majeure dans tout le secteur, qui entraînerait des centaines de millions de dégâts. D'où l'importance, à ses yeux, de construire également une digue rétro-littorale. Ici, en jaune, pour protéger la ferme des Cornus et les maisons qui se trouvent à plus de 600 mètres derrière la dune. Coût total des travaux, environ 10 millions d'euros. 7000 habitants seraient alors protégés d'une possible submersion marine. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a quelques esprits chagrins qui ne sont pas pour ces travaux, pour des raisons dogmatiques, écologiques et autres. Mais la population, vous pouvez interviewer qui vous voulez, les gens sont très rassurés en ce moment et sont contents de voir l'aboutissement justement d'une lutte de pratiquement 10 ans pour obtenir ces travaux. Une lutte entre les propriétaires d'un côté et les défenseurs de la nature qui veulent préserver à tout prix cet écosystème. Sandrine Dereau est tombée amoureuse de cette baie quand elle a débarqué dans la région en 2018. Cette baie d'Authie, elle est proprement splendide. C'est un endroit complètement préservé. C'est un des derniers estuaires naturels de toute la région. Et quand on s'immerge dans cet espace, son paysage, on ressent une paix incroyable. C'est à la fois un bijou de biodiversité et paysager remarquable pour la région. Des années de discussion entre ces deux mondes aux intérêts a priori divergents. Et au bout du compte, le préfet qui décide dans l'urgence d'imposer les travaux de réensablement. Notre rôle, il est de faire justement la jonction entre des préoccupations qui sont bien légitimes, qui est la sécurité des biens et des personnes à très court terme, mais aussi une vision à plus long terme de tout cet héritage-là, de toute cette région, de toute sa richesse, et de faire en sorte que ce patrimoine naturel, il reste aussi préservé pour les générations futures. Et c'est compatible ? Il faut qu'on trouve des solutions de compatibilité. C'est pas forcément évident au quotidien, il va falloir être innovant, mais moi j'y crois. Innovant, il va falloir l'être, car le littoral est de plus en plus soumis à de fortes pressions. Avec le changement climatique, les tempêtes vont se multiplier. Nous sommes toujours sur la côte d'Opale, mais dans une autre baie, les Deux Caps, 80 km plus au nord. Ce grand site de France est une immense plage de sable fin qui s'étale sur plus de 12 km. Le vent et la mer sont les maîtres des lieux, avec des lumières changeantes qui vont inspirer les peintres du 19e siècle. D'un côté, le cap Grinet, qui doit son nom à la couleur du grès de ses falaises, qui culminent à près de 50 mètres. De l'autre, plus sauvage encore, le cap Blanc-Nez, le blanc pour ses falaises de craie. Point culminant, 158 mètres. Et au sommet, cet obélisque érigé en hommage aux soldats français et britanniques qui ont défendu le détroit du Pas-de-Calais pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui,
La baie n'est plus une zone de défense, mais reste une ligne de front où la mer, l'hiver, peut se montrer très agressive. La falaise recule lentement, témoin sa ligne de crête très irrégulière et ses paysages bruts qui mènent à Ouessant, notre nouvelle étape. 900 habitants à l'année et 8 fois plus aux premières chaleurs de l'été. C'est dans cet environnement que Brigitte Coué a décidé de vivre sa retraite au rythme des saisons et des décors qui évoluent au fil du temps et de la météo. Ouessant, c'est une drogue, on a besoin d'y revenir, on est happé par le climat. Même quand il fait froid, qu'il n'y a personne sur la digue, vous êtes là tranquille. Vous avez des problèmes, quand on travaillait, on avait de temps en temps, comme tout le monde, des problèmes. Et bien vous faites un blanc-nez, un gris-nez, vous vous ressourcez, vous voyez les choses avec beaucoup plus de clairvoyance. Et puis vous repartez de là zen. Et on est mis plein les poumons et on est heureux. Une bouffée d'oxygène avec parfois des périodes en apnée où elle voit son monde merveilleux se métamorphoser. En pied de dune, les restes d'un ancien blockhaus du mur de l'Atlantique. Ces ruines sont des indicateurs d'une érosion galopante. Ici, tout ça, c'était des dunes. On voyait pas du tout les villages de Tardingan qui étaient au bout. Tout ça, c'était comblé en dunes avec les blockhaus qui étaient en haut des dunes. Et puis tout a été mangé par l'érosion. Il y a une quarantaine d'années, de nouvelles résidences sont poussées. Brigitte fait construire en 90 la dernière maison du quartier. Avec son mari, elle n'imaginait pas vivre ailleurs sa retraite. Et voilà. Donc je vais me permettre de vous montrer quelques photos pour étayer un peu tout ce qu'on a dit. Donc là, voilà Ouessant dans les années 60. On avait la chance d'avoir le général de Gaulle qui venait en villégiature, sa femme étant de Calais. Ils étaient très attachés à Ouessant. On avait les cabines de plage, on avait vraiment une plage très très familiale et agréable. Nostalgie d'une période enchantée. Brigitte et son mari y ont passé toutes leurs vacances d'été. Troisième génération à fouler ces plages de sable blanc. Ici, tout a commencé au début du XXe siècle. Les années folles avec les premiers bains de mer. La commune devient un site balnéaire pour les familles du Nord. Les photos témoignent aussi du recul des dunes. La plage maintenant arrive à peu près ici. Les dunes, tout est tombé, tout est parti à l'eau. Et le chemin que vous voyez ici est maintenant le long des maisons. On a perdu toute cette zone-là. Une zone où il y avait un parking et un club de voile emporté par la mer. Aujourd'hui, ce sont les 40 maisons les plus proches de la dune qui sont dans l'œil du cyclone. Mais un autre scénario cible 200 villas au total, toutes situées en première ligne. Alors là, justement, elles sont marquées à l'encre rouge à érosion. Donc les prix diminuent et on ne peut plus les vendre au prix où elles étaient il y a quelques années. Il y en a une qui a été vendue, mais je ne sais pas à quel prix, dans la rue ici, ça doit être celle-là. Mais celle-là, elle a été décotée énormément. Les propriétaires se sont regroupés dans une association pour se faire entendre des autorités. Mais pour le moment, silence radio, alors que la tempête ne cesse de gronder. On a quand même le cœur qui bat. La nuit, quand vous entendez la mer qui tape et que vous avez vos portes de chambre qui tremblent un peu parce que la dune prend les coups, c'est impressionnant. Et on n'entendait pas la mer comme on l'entend maintenant. Il y a quelques années, on entendait le bruit de la mer dans le lointain, mais maintenant, on l'entend très très fort. Et ça, c'est quand même un peu quelquefois angoissant quand il y a des grosses tempêtes. On y pense, quoi. On y pense, mais tout en disant qu'on va réussir à protéger et qu'on va essayer de tout faire pour garder nos maisons. On est inquiet quand même un peu. Et depuis plus de 10 ans, on a des articles de presse qui le prouvent. Je vais vous en montrer un. Le voici, Ouessant, rayé de la carte en 2050. Un titre provocateur, certes, mais il permet à la population de mieux appréhender les risques qu'ils encourent
à plus ou moins long terme. Mais pas besoin d'en rajouter ici. On se souvient encore de cet avertissement de mars 2007. 800, hiver 2007, la digue, pourtant récemment reconstruite, ne résiste pas à la tempête. 800, c'est l'un des secteurs les plus surveillés par la DIREN, la Direction régionale de l'environnement. Et pour la DIREN, ce qu'on appelle le trait de côte ou le cordon dunaire, on ne pourra pas le maintenir. Un coup de semonce, car ce jour-là, il ne s'agissait pas d'une tempête, mais d'une période de grande marée, avec de très forts coefficients associés à des vents violents. Là, on sait que la mer monte, bon, et si rien n'est fait, bon, ben, nos maisons partiront à l'eau, quoi. Il faudra attendre 2015, soit 8 ans après la casse, pour reconstruire cette digue. Coût des travaux, près de 6,5 millions d'euros. Un pansement sur une jambe de bois, car cet ouvrage reste fragile et il ne protège en rien la dune d'Aval, là où se trouve la résidence de Brigitte Coué. Seule parade, avant chaque tempête, on met en place un petit rempart de sable qui est censé freiner la vitesse des vagues. On a eu l'expérience avec un premier réensablement qui n'était que de la dune d'Aval et ça n'a pas tenu du tout. Première grande tempête, pop, tout est reparti. Ce réensablement n'a pas pour vocation d'empêcher l'érosion de la dune, mais de ralentir le processus. Depuis la fin des années 90, les scientifiques auscultent cette zone, comme ici, au lendemain d'une tempête, où ils mesurent l'érosion. Ils suivent scrupuleusement le pied de dune. Des travaux importants, mais dans ce secteur, le recul se lit à vue d'œil. Ou plutôt, en suivant les pas d'Arnaud Eckett. Il travaille pour l'Université littorale de la Côte d'Opale. Alors là, ici, on a un banc de tourbe. Et ça, cette tourbe, c'est vraiment un indicateur du recul de la côte. Parce que cette tourbe qui se trouvait dans un marais auparavant se retrouve maintenant en plein milieu de la plage. Aujourd'hui, grâce à leurs travaux, les chercheurs peuvent annoncer des chiffres impressionnants. Il y a eu, il faut bien voir, dans le centre de cette baie, un recul depuis 1950 qui est de l'ordre d'à peu près 300 mètres. Et donc dans le secteur qui est juste ici, on sera peut-être aux alentours de 200 mètres, mais ce qui est gigantesque. Ça, en moyenne, c'est plusieurs mètres par année. Un recul parmi les plus forts en France. Le site n'a donc pas été choisi au hasard. Cela fait 20 ans qu'Arnaud Eckett et ses équipes sillonnent cette baie. Ils connaissent les zones les plus fragiles. Mais ce matin-là, une surprise l'attend un peu plus loin. Il découvre un nouveau front, inconnu jusque-là. Alors ici, on arrive à la dune d'Amont. On aurait peut-être pu passer par là, mais là, on ne peut pas parce qu'il y a un arrêté municipal, parce qu'il y a eu de l'érosion sur cette dune suite à une série de tempêtes. Et on va aller voir les dégâts tout de suite. Les chalets sont installés ici depuis une 50aine d'années. Bon, ben, on voit ici un peu les résultats de cette série de tempêtes avec des protections. Les gens essayent de se protéger un peu comme ils peuvent avec les moyens du bord, avec des protections qui ne s'avèrent pas très efficaces, comme on peut le voir. Et puis on voit que, ça y est, ces cabanes sont extrêmement menacées. Là, la terrasse qui est complètement déchaussée. Ici, on se retrouve quand même très près de l'action des vagues lors d'une prochaine tempête. Et tout ce littoral ici, toute cette dune qui est en érosion, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était un secteur ici de la baie de Vissant qui gagnait beaucoup de sable et la dune se développait, alors que maintenant, depuis plusieurs années, on assiste maintenant à un recul qui devient de plus en plus généralisé au niveau de ce littoral. Ah bah c'est sûr que c'est inquiétant parce que là, vu la rapidité avec laquelle le trait de côte recule, là on arrive vraiment à une situation qui devient de moins en moins tenable, quoi, hein, ça c'est sûr.
Comment protéger la ville et ses habitants des coups de boutoir de la mer du Nord? Comment dire à sa population que la situation ne peut que s'aggraver? À Ouessant, le président de la communauté de communes connaît par cœur les projections des experts pour 2050. Il sait surtout que c'est l'appétit des promoteurs immobiliers qui rend la commune plus vulnérable. Ici, on se trouve à proximité de l'église, qui se trouve sur un point haut par rapport au niveau de la mer. On s'aperçoit que ici, ça descend de façon assez raide vers justement le littoral. Et on peut imaginer qu'ici, il y avait devant nous, là, des dunes. On voit sur cette reproduction ancienne l'église qui est positionnée ici, et on voit donc ces dunes. On peut imaginer que, comme ça s'est produit dans de nombreuses communes, eh bien, à un moment donné, on a arasé les dunes pour construire. Ouessant est à cette époque une petite commune de pêcheurs, authentique, avec très peu de maisons et une plage encore sauvage, avec cette dune bien présente. Mais au fil du temps, l'urbanisation gagne du terrain avec un paysage que l'homme transforme petit à petit. Il détruit la dune pour urbaniser le bourg. Un développement qui aujourd'hui montre toutes ses limites. Et c'est la mer qui le rappelle à tous. Vous voyez, ici, de part et d'autre, on s'aperçoit que ce sont des constructions neuves, constructions assez récentes. Il n'y avait pas de bâtiment ici dans le temps. Aujourd'hui, à Ouessant, il y a près de 70% de résidences secondaires. En 2019, les élus locaux proposent aux habitants ce projet. Il s'agit d'un réensablement massif, coût estimé de l'opération 30 millions d'euros. Et ce n'est qu'un début, car il faut entretenir la dune artificielle, soit 1 million d'euros supplémentaires chaque année. Le projet est rejeté par la population, et c'est tant mieux quand on connaît les finances locales. C'est pas avec 500 000 euros par an que... Et quand je parle de 500 000 euros, c'est l'ensemble de la compétence GEMAPI. C'est-à-dire que c'est pas simplement la défense contre la mer, c'est également lutter contre les inondations que j'appellerais plutôt continentales. Et donc, de ce fait, quand on a, je dirais, fait face à ces dépenses-là qui sont incompressibles, bah, il nous reste peut-être 200 000 euros. Impossible dans ces conditions. Francis Bouclé sait qu'il n'aura pas d'autre choix que de sensibiliser les habitants à l'idée de déménager en retrait, loin de la mer et de ses menaces. On fait ce qu'on peut pour les protéger pour l'instant, mais on ne pourra, je pense, pas le faire indéfiniment. On peut imaginer que ce ne soit plus possible dans 20, 30, 50 ans. Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul, et puis on n'a pas assez de certitude sur l'avenir. Hein, ça reste hypothétique. Toute situation présente et des avantages et des inconvénients. On a la chance, sur la Terre des Deux Caps, d'avoir de magnifiques paysages, mais c'est vrai aussi que, comme on dit, le feu on l'arrête, l'eau on ne l'arrête pas. Brigitte Coué en est bien consciente. Accompagnée du président de l'association des Amis de Ouessant, elle vient constater les dégâts provoqués par la dernière série de tempêtes. Ouais, donc sortie de confinement, petit tour dans la dune. On va voir le carnage de cet hiver. Ouais, exactement. Tu vas voir un peu plus haut, là, ce que ça donne. Ouais, parce que toi, tu es sur place, alors tu as pu, Ouais, venir plus souvent que moi. Souvent, et on monte souvent là. Montre-moi ça. Regarde un peu l'escalier. Mon Dieu. Ça, c'est dégagé. Oh là là là. Et le niveau, là, au niveau des ganivelles, comme ça, a baissé. Oh, c'est fou. C'est vraiment impressionnant de perte de dunes. Ouais. 5 tempêtes consécutives, rien que cet hiver. D'où l'intervention à leur demande d'un géomètre pour constater le recul réel de la dune. Téléphone. En deçà de 30 mètres, des travaux doivent être planifiés en urgence. Bonjour, c'est Thierry. Il n'y a pas de côte inférieure à 30 mètres. Bon, donc on ne peut pas demander de la protection tout de suite. Non. Mais par contre, c'est bon pour nous. Enfin, À l'abri, mais pour combien de temps encore? 30 mètres, ça veut dire que les maisons sont très très près. À mon avis, on est juste au-dessus de 30 mètres. Parce qu'on surveille ça comme le lait sur le feu depuis plusieurs années.
Et avec les rechargements successifs qui ont été faits, cette année, ils en ont fait 3, là, en fait, le trait de côte ne recule quasiment plus. Et il viendrait reculer uniquement s'il y avait une très grosse tempête. Oui. Là, vous n'êtes pas trop inquiet, alors, finalement? Dans le court terme. Oui. Dans le court terme, dans les 6 mois qui viennent, on va dire. Oui. Parce que là, on est en été, les grandes tempêtes vont arriver à partir du mois de novembre. De toute façon, toujours un peu inquiet, quand même. Ouais. On n'est pas zen, hein, mais bon. Difficile de rester serein face à une mer de plus en plus agressive. Brigitte et les autres propriétaires restent vigilants. Un peu plus loin, la situation est déjà plus critique. Nous sommes plage du Châtelet à Tardingan. À chaque visite dans le coin, Arnaud Eckert est surpris de la vitesse à laquelle la mer déborde sur la terre. Alors là, ça a bien reculé, hein, malgré ces protections qui ont été mises en place là récemment. On voit que ça a beaucoup reculé quand même, hein, avec les dernières tempêtes. Ouais, et c'est encore pire, un petit peu à côté, là, on voit bien que la côte n'a pas résisté à ces dernières tempêtes. Cette maison ici, elle est condamnée à court terme? C'est quand même maintenant une distance très limite, hein. On est vraiment tout près de la falaise, là, donc à court terme, oui, on est dans une situation qui est extrêmement critique, là. Pour protéger cette maison, le maire a mis en place ce système. Des coffrages en bois lestés de plusieurs tonnes de gravats. Seront-ils suffisants pour éviter que le jardin et la maison ne finissent par sombrer? Avant de les installer, l'élu avait utilisé ces ballots de paille. Une vague, plus forte que les autres, avait fini par déstabiliser ce rempart de fortune. Par le passé, la mer avait déjà eu raison de ces chalets, installés tout au long de la dune de Tardingan. Déséquilibrés par les déferlantes, ils avaient fini par être démantelés. Pour Arnaud Eckert, le scientifique, il faut imaginer dès maintenant le scénario le plus extrême. C'est tellement critique qu'il faut peut-être penser à l'autre grande option qui est possible face au recul du trait de côte, c'est la relocalisation. C'est de planifier un recul. Vouloir préserver une maison, ça devient un peu mission impossible, hein, au fil du temps. Sur cette photo satellite, on voit un net recul du trait de côte entre 1981 et 2019. Un recul qui se poursuit. La mairie de Tardingan a donc fait modéliser les scénarios possibles. Elle propose 2 solutions où la mer entre à chaque fois dans le marais. Dans la première option, quelques maisons sont relocalisées. Mais dans la seconde hypothèse, les propriétaires des maisons situées derrière la dune d'aval sont expropriés. Solution radicale, mais possible à moyen terme. C'est peut-être un des endroits où il va falloir se résigner à ce genre de solution, ce qui se pratique déjà à d'autres endroits, hein. En Angleterre, on a déjà commencé à laisser la mer revenir dans d'anciens polders, dans des estuaires, certains endroits comme ça. Et là, c'est peut-être effectivement un site où il faudra peut-être effectivement se résigner à ça. Sur la côte d'Opale, de nombreuses communes vont devoir reculer leurs infrastructures et les maisons. Pour le moment, la majorité des villes ont choisi de protéger coûte que coûte leur front de mer. Il suffit de survoler le littoral pour s'apercevoir qu'il est bétonné sur des dizaines de kilomètres. Des pieux pour freiner la violence des vagues, des digues, des perrets ou encore des enrochements, les communes se défendent comme elles peuvent. Les gens pensent que lorsqu'on construit ce type d'ouvrage, c'est bon, ça y est, on est tranquille, on est protégé. Alors oui, c'est indéniable que ça protège, mais ces ouvrages sont des ouvrages qui sont endommagés par les tempêtes, qu'il faut réparer, il y a de l'entretien, et voilà, donc c'est pas nécessairement la solution parfaite.
À Sangatte, pour limiter les risques de submersion, les autorités ont investi 22 millions d'euros pour construire ces différents ouvrages. La digue, rallongée, protège désormais 12 000 habitants. Une protection qui n'est pas infaillible. Pour le prouver à ses étudiants, Arnaud Eckert leur montre ces images de tempête sur la digue de Wimereux. « 3 janvier 2018, Eleanor s'abat sur une grande partie de la façade atlantique. De fortes rafales et des vagues cassent la jetée. Déjà en 2014, la digue avait cédé face aux attaques de la mer. En France, comme ailleurs dans le monde, aucune digue ou protection ne résiste face à des tempêtes très violentes. La nature a toujours le dernier mot. Il n'y a pas de solution miracle, et ça c'est quelque chose que je dis assez souvent, c'est qu'en fait, s'il y avait une solution qui était la solution idéale, eh ben, on l'appliquerait partout, et c'est pas le cas. La présence humaine sur le littoral conduit à des situations parfois préoccupantes dans les zones basses, avec des coûts d'entretien des défenses côtières plus importants. Un bord de mer qui n'est pas dénué de dangers. Plage de sable fin ou falaise, la Côte d'Opale présente bien des atouts et des fragilités. Nous partons pour Équien-Plage. Jusqu'au XXe siècle, la commune était un petit port de pêche où les marins savaient se protéger des colères de la mer. Très pauvres, ils ne gâchent rien et utilisent leurs vieilles coques de bateau pour fabriquer des abris de fortune. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule maison avec sa quille à l'envers, la seule au monde. Patrimoine local qui a servi de modèle pour ces gîtes installés dans le camping municipal. Juste devant, sur les hauteurs, des zones où dans les années 60, des propriétaires avaient construit de belles villas, aujourd'hui disparues. Alors voilà le premier site. Ici, il y avait 3 maisons, un peu comme à côté. Un matin de 2015, une des habitantes s'est retrouvée avec la cuisine en bas de la falaise. Et la maison complètement décrochée, donc elle a vraiment eu chaud puisqu'elle habitait encore dans cette maison. Voilà, cette dame est revenue de loin, donc on a enclenché le plan pour démolir tout ça et que ces gens soient mis en sécurité. En cause, l'infiltration des eaux pluviales et l'érosion naturelle de la falaise. Deux phénomènes qui fragilisent ce belvédère avec vue imprenable sur la mer. Toutes les personnes qui achètent dans le secteur sont en zone rouge. Après, se réveiller un matin avec la cuisine en bas, c'est sûr qu'on s'y attendait pas forcément. Et depuis 2015, on sait ici que le terrain est de plus en plus vulnérable. Vous voyez là, ça continue à se tasser. Donc ça va continuer à tomber encore un petit peu probablement. 9 propriétés ont déjà été rachetées par l'État pour des indemnités totales de près de 3 millions d'euros. D'autres expropriations pourraient suivre. Voilà le deuxième site. La pancarte parle pour elle. 5 maisons qui sont susceptibles d'être démolies également. La procédure est en cours. Les gens vont être expropriés et indemnisés? Oui. Certains propriétaires refusent de partir car leur maison est construite sur une roche solide. L'affaire est désormais entre les mains de la justice. Donc celle-ci est menacée, ainsi que celle-ci, et la dernière, tout en bas. Donc on a également l'accès appelé la descente à Nathalie, qui est également fermé. C'est un chemin d'accès à la plage. Aujourd'hui, on y passe, demain... Donc ici, c'est magique, les falaises. Mais justement, c'est ce côté magique qui peut être dangereux également. Plus loin, alors que des signes évidents de fragilité apparaissent, pas le moindre chantier n'est prévu. C'est au conseil départemental d'intervenir. Donc là, vous avez toutes les fissures qu'on colmate.
Et là, la balustrade qui commence vraiment à souffrir. Hein. Vous pouvez le voir. Ici, ça se décroche. Ici également. Et là, le trottoir qui continue. En bas, c'est le parking. Donc, si la route s'effondre, ici, on n'a plus d'accès à notre plage principale, hein, qui est aujourd'hui notre atout essentiel. Hein. La pluie et la sécheresse, des fléaux qui, avec le changement climatique, deviennent plus récurrents. Et les effets se font sentir sur des secteurs pour le moins surprenants. Nous partons dans la commune de Leforest, à l'intérieur des terres. Dorine et Jérémy étaient loin d'imaginer ce qui allait leur tomber dessus. Avant l'été 2018, il faut dire qu'ils nageaient dans le bonheur. Nouveaux propriétaires d'une maison de plein pied, leur vie était alors un long fleuve tranquille. On n'y arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause des fissures en fait. La porte, elle ne s'ouvre plus. On va devoir passer derrière. Et derrière, ce n'est guère mieux. Oh, oui. Vous voyez, tout est fissuré en bas. Le volet, il est même tombé. Il y a une grosse fissure là à la verticale. Et après, il y en a un peu partout dans la maison. C'est une maison qui avait du potentiel. Ah, j'avais pas vu là. Oh, regarde ici aussi. Ça s'est écarté aussi. Il y a une belle fissure. Là, ici, oui, c'est la première qui est apparue en 2017, celle-là. Je peux même passer ma main. Donc ça s'est bien agrandi depuis cet été, en fait. Même là également. C'était un peu la fissure de référence. Voici les photos de la maison avant qu'elle ne craque de toutes parts. Un peu plus de 100 mètres carrés avec une rénovation et des matériaux haut de gamme. Une maison comme celle-ci, vous l'avez payée combien? En tout, avec les travaux, on en a eu pour 220 000 euros. 170 000 et on a emprunté 50 000 euros pour tout refaire. En octobre 2019, ils comprennent qu'ils ne peuvent plus rester vivre dans leur maison. Péril imminent d'après les autorités. Le rapport de l'expert qui est venu constater les dégâts et on a reçu l'arrêté affiché par la mairie sur la devanture de la maison. Il dit qu'il faut quitter les lieux, que cette construction n'est plus utilisable. Cela faisait près de 4 mois qu'ils n'osaient plus revenir dans ce qui constituait la maison de leurs rêves. Ouais, c'est pas évident de revenir ici. Parce que je m'y sens bien. C'est chez moi. Quand on n'y est pas, ça va, mais quand on y revient, c'est compliqué. Faut continuer à se battre. Se battre pour comprendre comment un tel cataclysme a pu briser leur vie si bien tracée. Jérémy a donc cherché les causes de leur tourment. Alors la maison bouge dû au sous-sol, qui est argileux, juste en dessous de la maison. Donc en grattant, normalement, on arrive très très vite à la voir. Et durant les périodes d'été, dû à la sécheresse, au manque d'eau, les argiles se rétractent, ne soutiennent plus les fondations de la maison. Et ensuite viennent les périodes pluvieuses, l'automne. Les argiles se regonflent, mais comme la maison a bougé, effectivement, ça crée des failles. On a ce phénomène-là été après été. Avec leur enfant de 12 ans, ils quittent leur maison pour emménager plus loin, à Saint-Le-Noble, une commune située à 10 km. Un déchirement et des frais supplémentaires. Alors ici, nous sommes dans notre nouvelle habitation. La location que l'on doit payer en plus, 663 € par mois. Pour ajouter à cela les charges, l'eau, l'électricité, le gaz. Vous avez combien de remboursements aujourd'hui alors au total? Alors la maison, environ 1150 €, plus ici cette nouvelle habitation, plus les 200 €. On avait aussi les 2000 € pour se reloger. Donc un sacré budget à sortir tous les mois.
C'est un combat depuis 2 ans. Un combat de tous les jours, qui est fatigant, épuisant. Moi, je dis souvent, je suis ruinée avant de commencer la vie. Le dernier espoir, c'est la reconnaissance en catastrophe naturelle, parce que sans ce fameux papier, sans cette décision, l'assurance ne prend rien en charge. Donc on n'a pas les moyens de reconstruire une nouvelle maison, c'est impossible. Donc sans ce papier, notre vie, elle est fichue. En plein désarroi, il frappe à toutes les portes et c'est finalement leur député qui va plaider leur cause au plus haut niveau. C'est un SOS que je lance au gouvernement ce soir au nom de toutes ces familles de sinistrés, particulièrement dans la région des Hauts-de-France, et qui connaissent des sinistres suite à des rétractations d'argile. La réponse du gouvernement est cinglante. En mai dernier, il est parfaitement exact que de nombreux sinistres ne peuvent pas être indemnisés par ce dispositif des catastrophes naturelles parce que les phénomènes sont dus à des sécheresses qui malheureusement vont devenir de plus en plus courantes. Donc avis défavorable sur cet amendement, mais intérêt à y travailler. Si aujourd'hui la famille de Dorine se bat, ce n'est pas pour défendre ses seuls intérêts. Car si elle est la première victime de ce genre en France, il y aurait, selon un rapport officiel, près de 4,5 millions de personnes qui pourraient se retrouver dans la même situation. Le changement climatique est en cours et il n'a pas fini de nous surprendre. Pour la dernière étape de notre enquête, nous partons au cœur du Triangle d'Or qui se situe entre les villes de Calais, de Dunkerque et de Saint-Omer. Nous sommes dans l'arrière-pays, dans le territoire des polders, ces terres qui ont été gagnées sur la mer. Ces zones, d'une superficie de 100 000 hectares, sont toutes situées en dessous du niveau de la mer et sont protégées par des centaines de digues. Des terres qui faisaient jusque-là le bonheur des éleveurs et des agriculteurs. Mais voilà, pour Arnaud, depuis quelques années, la canicule s'installe l'été dans le nord et en septembre, il pleut, et de plus en plus mal. C'est une catastrophe, regardez, on sait plus. On peut plus rien faire. C'est foutu. C'est foutu. C'est de la boue. C'est de la boue. C'est plus récoltable. C'est fini. Il faut à peu près 48 heures la pomme de terre dans l'eau pour pourrir. Donc ça va partir en décomposition. Celle-là, c'est foutu. En général, il récolte 60 tonnes de patates à l'hectare. En travaillant jour et nuit, avant le déluge, il n'a pu en ramasser que la moitié, 30 tonnes. Le sentiment, un dégoût. Un dégoût. Je connais personne qui adore travailler 10 mois de l'année pour finir comme ça. Pour lui et tous ses confrères en première ligne, ces pluies diluviennes sont une catastrophe. On a une expression qu'on aime bien ici, longtemps sec, longtemps frec. Donc il a fait très longtemps sec, donc maintenant il fait très longtemps frec. Voilà, tout simplement. Frec, ça veut dire que c'est humide. C'est pas des petites quantités qui tombent, c'est toujours à chaque fois énormément. On a eu des nuits, on a eu 60 mm, donc 60 mm, la terre ne peut pas avaler ça, c'est pas possible. Et ça s'est passé tous les 2-3 jours. Une catastrophe d'autant plus terrible qu'elle l'empêche aussi de relancer son exploitation pour la nouvelle saison qui commence. Les pertes s'accumulent et l'horizon n'est guère dégagé. Normalement, il commence à pleuvoir plus ou moins. En règle générale, on va dire le 20-25 octobre, quoi. Donc on arrive à récolter les pommes de terre, on arrive à mettre notre blé. Et aujourd'hui, il a plu le 20 septembre, donc c'est impossible. Beaucoup de producteurs du secteur sont exactement pareils. Et le problème, c'est qu'on ne récolte pas les pommes de terre et
on ne pourra pas semer du blé en bonnes conditions derrière parce qu'on ne pourra pas les récolter. Donc on perd cette année et l'année prochaine. Arnaud Tétart a repris l'exploitation familiale en 2010. 190 hectares. Il n'imaginait pas vivre une telle situation. Son père, lui, n'avait jamais connu des conditions météo aussi folles et imprévisibles. Moi, j'ai 2 garçons, je pensais peut-être qu'ils allaient reprendre le métier. Mais vu tout ce qui se passe aujourd'hui, je me demande vraiment si je vais leur donner ce cadeau empoisonné. Je suis installé depuis 2011, ça m'est arrivé en 2012, ça m'est arrivé un petit peu en 2015, là en 2019. Après, c'est sûr que le climat change, c'est pas possible autrement. C'est pas possible. Pour mieux appréhender le changement climatique et accélérer la récolte des patates, Arnaud a investi dans de nouveaux matériels, comme cet engin, acheté 380 000 €. Ses voisins producteurs ont dû cette année acquérir la même machine. Mais ici, le dispositif le plus ingénieux et depuis des siècles, ce sont les wateringues. Un système de canaux gigantesques et de pompes, comme celle-ci, qui permettent d'évacuer les eaux des terres agricoles. Système aujourd'hui dépassé et sous-dimensionné. On a vu un producteur de patates, ses champs sont complètement inondés. Ça va être pire dans les années qui viennent. Alors bien sûr que ça va être pire parce que je rappelle quand même que les changements climatiques amènent une montée du niveau de la mer. Donc on aura moins de temps pour évacuer. Donc forcément, si on a moins de temps avec des systèmes comme celui-ci, on ne pourra plus évacuer. Donc cette eau restera là et envahira notre territoire. Pourquoi ces terres sont-elles si vulnérables ? Pendant de longues années, Jean Schepman a présidé l'institution des wateringues. Il nous emmène ici aux archives régionales. À l'intérieur, on stocke les anciennes cartes qu'il faut manier avec précaution. C'est la mémoire locale, celle des anciens qui ont su innover dans un territoire hostile. Ça s'appelait peut-être pas encore les wateringues à l'époque, mais on voit bien qu'il y avait beaucoup d'eau partout. Les hommes, peu à peu, ont mis de la terre au-dessus de l'eau, ont créé de la terre, comme a dit Lamartine. Mais au départ, c'était des marais, ça s'appelait les moires en flamand. Et ils habitaient là, les gens. Et petit à petit, les moines sont venus et ont transformé ce territoire et l'ont rendu habitable. Le but des moines, c'était de conquérir des territoires et de les évangéliser. Il y avait des gens qui vivaient là, qui étaient un peu, entre guillemets, des brigands et qui vivaient à leur manière. Donc petit à petit, on les a colonisés, on leur a apporté des terres, et ces gens les a transformés petit à petit en agriculteurs afin qu'ils tirent des richesses de ces zones. Des zones marécageuses deviennent alors des terres nourricières, jusqu'au jour où la mer veut reprendre son territoire. Alors, ici, on a le journal de février 1953, où on évoque les inondations qui ont touché le territoire. Grosse tempête de nord, beaucoup de décès en Hollande et en Belgique. En Hollande, la catastrophe prend des proportions gigantesques, avec 1223 morts aux Pays-Bas. Tempête, raz-de-marée, inondations. Un cataclysme d'une violence inconnue depuis des années et peut-être des générations vient d'endeuiller les contrées voisines de la mer du Nord. La Belgique, l'Angleterre et la Hollande sont frappées de plein fouet. Dans les Flandres françaises, des dégâts, mais pas de victimes à déplorer. Ailleurs, on dénombre plus de 2500 morts. Mais c'est sans doute la Hollande qui aura le plus souffert des éléments déchaînés. En quelques minutes, la mer a gagné la bataille des digues. Ces digues élevées au prix de tant d'années d'efforts. Le 6e du pays est recouvert. Cette catastrophe a fait plus de ruines que toute la guerre. La Hollande vit aujourd'hui l'un des plus grands drames de son existence. Et dans le Calaisie également, il y a eu beaucoup de dégâts, puisqu'il y a un véritable raz-de-marée. La Hollande revoit alors tout son système d'endiguement. En France, en l'absence de victimes, le dispositif de protection n'est pas revu, d'où une inquiétude légitime. Bien sûr que ça peut arriver de nouveau, et un jour ou l'autre, il faudra qu'on soit prêt à affronter ces échéances, puisque le changement climatique est là.
On voit ce qui se passe en ce moment en Australie. Et les gens, les climato-sceptiques, sont comme les fausses sceptiques pour moi. C'est-à-dire qu'ils sont souvent bouchés. Il ferait bien de se réveiller un petit peu, de voir qu'il est temps qu'on agisse. Urgence climatique. Depuis quelques années, c'est son leitmotiv. Il faut agir avant, dit-il, qu'il ne soit trop tard, en préparant les populations les plus vulnérables à un changement de vie, parfois radical. À terme, vous pensez qu'il va falloir délocaliser les gens qui vivent dans ces polders? Dépoldériser, ça veut dire rendre certaines parties de notre territoire à la mer. L'État choisira bien sûr les zones qu'il jugera les plus faciles à abandonner. Et les zones les plus faciles à abandonner, c'est certainement pas les zones industrielles. Avec leur valeur ajoutée, vont certainement être conservées et protégées. Mais il y a peut-être des zones où on pourra laisser l'eau revenir petit à petit en indemnisant les agriculteurs ou les personnes qui y vivent, en leur permettant d'y rester, mais avec des zones humides, entre guillemets, et que petit à petit, les gens devront partir. On a dans le Calaisis des paysages magnifiques. Il faut qu'on puisse y rester. Et pour ça, on va s'organiser, on va se battre, afin qu'on puisse reculer l'échéance d'une éventuelle submersion marine pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années encore dans notre territoire. Redéfinir les territoires qui bordent la mer du Nord. Un impératif, car avec la hausse des températures, le Pas-de-Calais pourrait bien devenir un nouvel Eldorado. Et pourquoi pas rivaliser avec la Côte d'Azur. Seul écueil à éviter absolument, vouloir vivre les pieds dans l'eau. À ce prix seulement, le Pas-de-Calais pourrait se réinventer et accueillir une nouvelle population qui pourrait profiter des températures plus clémentes que celles prévues dans les années à venir dans le sud de la France.